Introduction à l'orthopédagogie clinique. Module 1. Introduction. Premièrement, définition préliminaire de l'orthopédagogie clinique. Il s'agit ici d'une définition assez récente. Le cadre général est celui de la loi du 10 juillet 2016 sur les réglementations sur les professions autonomes de soins de santé mentale. Je cite: On entend par exercice de l'orthopédagogie clinique l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique, de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic pédagogique avec une attention particulière pour les facteurs contextuels et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes ainsi que la prise en charge de l'accompagnement de ces personnes. Fin de citation. C'est une loi qui a changé le paysage de la pratique professionnelle pour les psychologues et les orthopédagogues cliniciens. En tant qu'orthopédagogue clinicien, la personne nous intéresse, mais son environnement également. Dans le métier de contexte, la personne évolue de façon dynamique dans un environnement qui peut éventuellement limiter ses possibilités de vivre une vie de qualité. Il y a plusieurs valeurs de l'orthopédagogie. L'approche est centrée sur la personne. Il y a le respect des droits fondamentaux, l'inclusion et la qualité de vie. Il faut aussi prendre en compte les situations de handicap. Il faut aussi prêter attention au contexte, dans le sens où l'on doit apporter de l'importance à l'environnement de la personne. C'est plus compliqué de travailler dans un bureau. On retrouve les orthopédagogues dans le contexte de la vie de la personne, l'école, etc. Dans la vie, on rencontre des obstacles qui ne dépendent pas toujours de nous, comme des expériences passées, des cercles d'amis, nos ressources, etc. Ce sont des facilitateurs ou des obstacles. Et enfin, les valeurs, c'est ce qui organise la pratique au-delà de ce que l'on nous dit de faire. Dans le cadre de ce cours, la valeur, c'est l'inclusion, car c'est le rôle de l'orthopédagogue. Il s'agit de l'une des seules disciplines où les valeurs ont une place prépondérante. En Belgique, on a une loi qui structure la pratique, mais ailleurs, il est difficile de la définir. Ce n'est pas quelque chose de récent, car la discipline a une centaine d'années. Je cite: L'orthopédagogie constitue une discipline scientifique traitant des situations d'éducation et de vie problématiques. Fin de citation. Legendre, 2005. Nous allons rentrer dans la définition par l'étymologie. Ortho, pédagogie. Ortho, c'est l'idée de correction, corriger les difficultés. C'est les compétences additionnelles. Au Québec, ce sont des enseignants avec des formations pour les élèves en difficulté, alors qu'ici, tout le monde est formé de la même façon. Et pédagogie, c'est un domaine qui n'est pas uniquement lié au social, mais plutôt à des situations d'apprentissage, y compris hors contexte scolaire. Dans la pratique, on parlera plutôt des orthopédagogies, car elles changent en fonction du lieu. En Flandre, nous serons plus axés sur des situations de vie. C'est l'objet. En Flandre, nous serons plus axés sur des situations de vie. C'est l'objectif que nous visons également. Je cite: L'orthopédagogie se réfère à des connaissances relevant des champs de la psychologie, de la psychopédagogie et du champ psychosocial. Fin de citation. Nader Grosbois, 2020. Ce sont des sciences duelles avec une plus grande importance pour les situations d'apprentissage. En psychologie, on comprend le développement typique et atypique, la perspective holistique et les courants de la psychologie, ainsi que les psychopathologies. Dans les sciences de l'éducation, on comprend les théories de l'apprentissage, analyse des obstacles et les leviers, mise en place de l'intervention, différenciation, etc. C'est la démarche psycho-éducative pour soutenir le développement tout au long de la vie de la personne. On a besoin de connaissances, donc, en psychologie et en sciences de l'éducation, mais aussi en champ psychosocial.
Eh bien, car on s'occupe des personnes en situation de handicap. Et il est important d'avoir ces connaissances, car même si on ne les prend pas en charge, on doit pouvoir reconnaître les situations typiques et atypiques. On va également avoir besoin de connaître les situations d'apprentissage pour pouvoir y travailler. Dans la démarche psychoéducative, on ne s'intéresse pas uniquement à ce que la personne travaille seule, mais aussi à ce que son environnement l'aide. Deuxièmement, histoire et évolution de la notion de handicap. C'est l'histoire du handicap et non pas l'histoire d'une notion. La façon dont on considère le handicap aujourd'hui oriente la façon dont les orthopédagogues travaillent. Premièrement, il y a 3 grandes périodes dans l'histoire du handicap: le rejet, la protection et l'inclusion. Dans le rejet, les personnes avec un handicap n'existent pas ou doivent être mises de côté. Deuxièmement, la protection. Là, on considère leur existence, mais on les considère également comme dangereux, c'est-à-dire incapables d'être comme les autres. On doit les protéger d'elles-mêmes, mais aussi les protéger de la société. Et enfin, l'inclusion. Là, il s'agit de considérer, et c'est le cas actuel, que les personnes handicapées ont les mêmes droits et les mêmes chances que n'importe qui. Deuxièmement, l'Antiquité et début du Moyen Âge, thèse des monomaniaques. On ne peut pas vraiment parler d'une seule période, car la perception et la pratique diffèrent en fonction du lieu. Une anthropologue dit que l'humanité commence où l'on n'abandonne pas les gens inutiles. Par exemple, fractures réparées, etc. La thèse des monomaniaques consiste à dire que quand un enfant naît handicapé, c'est un avertissement divin adressé aux mortels par exposition de l'altérité, c'est-à-dire l'importance du corps, tant dans l'esthétique que dans la fonction sociale. Il y avait des précurseurs, comme Hippocrate, qui voyaient déjà dans la déficience une cause cérébrale. Dans l'Antiquité, on veut remettre à Dieu ce présent, donc se débarrasser de l'enfant, ou alors l'enfant est présenté au chef qui disait s'il était utile ou non. S'il l'était, il était attribué au clan. S'il ne l'était pas, on l'abandonnait quelque part ou peu de chances de survie. En général, on ne tuait pas l'enfant, sinon cela était vu comme une interprétation du message divin, donc on le laisse faire face à son sort. Confusion des handicaps. Il n'y a pas de distinction entre le handicap et les troubles de santé mentale. Il n'y a pas non plus de distinction entre les troubles congénitaux innés et acquis, car la conséquence est la même, il n'y a plus d'utilité sociale. Cette indifférenciation traduit une idée sous-jacente et pérenne que c'est la perte de fonction qui importe plus que la cause, avec une référence au concept d'utilité sociale des individus pour eux-mêmes et l'État. C'est le phénomène d'eugénisme, c'est-à-dire la volonté de garder que ceux qui ont les meilleurs gènes, avant l'heure de la génétique. C'était déjà une idée de façonner la société en ne laissant pas au hasard, mais en misant sur la réunion des forces. L'idée d'intervention divine persiste durant la chrétienté médiévale, mais des modifications liées à la religion chrétienne vont apparaître. Elle va créer des représentations ambivalentes du handicap, à la fois démon et béni, simplicité d'esprit. Il y a la thèse démonomaniaque, mais aussi l'idée de cette expression, je cite, bienheureux les plus simples d'esprit. Fin de citation. C'est la relation amour-haine où les personnes qui ont un handicap sont protégées et acceptées et jugées comme ayant une certaine forme de bénédiction par leur simplicité d'esprit. L'Église et les législateurs commencent à se dire qu'il faut caractériser qui est qui pour savoir quel droit leur donner, et de là une idée émerge, celle de la folie de naissance. La folie de naissance est immuable, c'est une personne qui devra être sous la protection d'un tuteur.
De là le glissement de rejet vers la protection. Contre la folie lunatique, qui est évolutive, c'est une personne provisoirement confiée au roi, et quand l'esprit est retrouvé, on peut les remettre dans une forme de vie normale. Ça se passait pas vraiment ainsi, car l'asile leur permettait rarement d'aller mieux. C'est un statut qui reste fortement indifférencié, notamment dans les périodes de chasse aux sorcières, car les femmes avec des problèmes mentaux étaient vues comme des sorcières. Il n'y avait là aucune distinction entre déficience intellectuelle et maladie mentale avant l'impulsion concurrente de l'Église et des législateurs. Troisièmement, jusqu'au XIXe siècle, innéité, transmission, incurabilité. Les choses évoluent très légèrement. On commence à se dire qu'il faut classer. On a des premières classifications scientifiques où les premiers médecins et chercheurs s'intéressent aux situations de handicap. Au XVIe siècle, ce sont les premières classifications scientifiques et l'extinction progressive de la théorie des monomaniaques pour l'idée d'une étiologie organique. La thèse s'éteint progressivement, mais une autre thèse va la relancer, pas beaucoup plus glorieuse. C'est la thèse de la dégénérescence, c'est-à-dire une personne qui pêche par manque d'hygiène ou de responsabilité va commettre un mal en dégénération. Ce trouble qui va se transmettre de génération en génération. Cette thèse est présente encore aujourd'hui. C'est la faute de, etc. Mère qui a fait ça, donc le fils, etc. Dans les écrits qu'on retrouve, il y a l'idée de restauration ou de purification comme traitement, le bain froid, la cure, etc. Les différences entre la déficience intellectuelle et la maladie mentale se précisent au niveau de l'origine innée pour la première. Les maladies de l'esprit sont définies comme présentant une atteinte à la raison à différents degrés. Il est sot, c'est l'âge mental d'un ado, on peut lui confier certaines choses mais pas tout. Les imbéciles peuvent travailler mais rien gérer, et les stupides, ils ne savent rien faire. Ceci avec la décroissance des responsabilités et donc de la considération. Il y a là une différence entre l'enfance, la bêtise, la niaiserie, et l'âge adulte, ainsi que l'âge de la personne âgée, radoterie, état d'enfance. Cette différence ne l'était pas avant. Les pratiques restent relativement indifférenciées, et l'enfermement et la marginalisation restent d'usage, même s'il y a de légères distinctions dans le rôle social que l'on pourrait attendre en fonction de l'âge et du degré d'atteinte de la raison. Il y avait en fait un désintérêt du monde médical, et la question de l'éducation n'était pas à l'ordre du jour. Quatrièmement, dans le courant du XIXe et du XXe siècle, les précurseurs et les autres. Philippe Pinel dénonce l'indistinction faite aux enfants à l'intérieur des hôpitaux et promeut un traitement bienveillant aux résidents des asiles pour que chacun d'entre eux, je cite, ait droit à toute la latitude de sa liberté personnelle, et l'idée de ne pas faire ci pour autant de leur sécurité, en étant capable d'utiliser la modération dans nos manières ou la fermeté si l'occasion le requiert. Fin de citation. Philippe Pinel est clairement le libérateur de la psychiatrie. Les asiles où les personnes étaient maltraitées, il dénonce l'indifférence entre les enfants et les adultes dans les hôpitaux et il promeut un traitement bienveillant. On ne promet pas de tous les sortir, mais d'être bienveillant pour tous. On doit protéger la société et eux-mêmes, mais jusqu'à quel point? Est-ce que la maltraitance est justifiée? Aussi, Édouard Seguin, pédagogue français, publie un traité appelé Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des enfants arriérés. C'est l'émergence du principe d'éducabilité.
Son titre de traité pique un peu, mais au moins il y a l'idée d'éducation, ce qui est très novateur. C'est la thèse de l'éducabilité. Quelle que soit la personne et sa situation, elle peut toujours évoluer et bénéficier d'une éducation. Il n'y a pas eu que des précurseurs, des gens qui ont fait beaucoup de mal pour la question d'éducabilité. Par exemple, la régression, avec Alfred Binet et sa mesure de l'intelligence. Il reçoit un mandat pour pouvoir évaluer et créer une mesure, le QI. Sauf que quand il l'a créé, il a participé à faire réapparaître les mots inéducables, irrécupérables ou imperfectibles pour désigner les enfants témoignant des plus grands écarts mesurés entre l'âge chronologique et l'âge de développement. C'est le regain de mouvements eugénistes et les projets de stérilisation à différentes échelles dans le courant du XXe siècle. Cinquièmement, le XXe siècle classé pour réinsérer. La Deuxième Guerre mondiale a beaucoup changé les choses. L'après-guerre ajoute aux handicaps congénitaux et maladies mentales une série de situations personnelles mettant les individus dites en incapacité, c'est-à-dire le besoin d'évaluer l'état de santé des populations, c'est-à-dire qu'il faut systématiser la collecte des données, comparer les états, partager un vocabulaire, etc. Ce sont les prérogatives de l'OMS. Elle va se charger de penser ça, collecter des données et comparer quelle nation est plus touchée que d'autres et trouver un système de compensation pour les personnes atteintes. Jusqu'ici, on parlait de difficultés. Seulement ce qui faisait mourir les personnes était repris. Le cadre biomédical et individuel largement dominé par l'OMS, alors limité aux causes de décès, étend finalement son répertoire à la morbidité, c'est-à-dire aux effets des maladies et aux traumatismes à long terme. C'est un réel progrès de la médecine. Il y a le déclin des maladies infectieuses et l'augmentation des maladies chroniques et les affections liées au vieillissement de la population. Besoin que le progrès épidémiologique suive, c'est l'espérance de vie. Aussi, les accidents, maladies professionnelles et les guerres ont augmenté successivement le besoin de tenir compte de la chronicité des affections et des limitations fonctionnelles, dites sévères, avec la personne qui peut désormais vivre de naissance jusqu'à un âge avancé. Donc, on génère un classement, pas forcément bénéfique aux gens. Qui a le mieux besoin de quoi pour se mettre au travail? Nous ne sommes jamais allés très loin de l'utilité sociale. En 1980, on constate l'émergence de la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, la CIDIH. C'est la dominance d'une approche biomédicale. Elle est créée par l'OMS, donc par des médecins. Elle décrit trois choses, et elle n'est pas parfaite, mais c'est déjà une avancée. Elle décrit alors la déficience. Ce sont les atteintes d'organes ou de fonctions psychologiques, physiologiques ou anatomiques. Elle décrit aussi les incapacités. C'est la réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir des gestes et activités de la vie quotidienne liées à la déficience. Et enfin, le désavantage social ou handicap. Ceci résulte d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle dit normal par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels. Malgré l'ancrage biomédical, la CIDIH va faire émerger la reconnaissance des conséquences désavantageuses des incapacités sur un plan social. Mais les critiques sont conceptuelles
avec des interactions entre les différents niveaux qui restent peu mises en avant et les descriptions des situations restent en termes négatifs. Malgré l'entrave très biomédicale, on va commencer à voir une incapacité sur le plan social. Elle inclut des notions liées à des désavantages sociaux. En 1960, les théories de la déviance émergent. L'écart à la norme va influencer les attitudes en raison non pas exclusivement de ce qui caractérise la personne, mais des valeurs liées aux atteintes sociales et les définitions culturelles de ce qui constitue une performance ou un comportement normal et acceptable. On retourne un peu la pièce. D'un côté, on a une personne qui a un trouble de santé mentale, et de l'autre, on a la société et son regard avec l'écart, la déviance. Avant les années 80, les normes internationales étaient centrées sur la réadaptation, c'est-à-dire que l'on cherchait à les rendre normales, et la perspective biomédicale continue de penser comme cela. Après, nous nous dirigeons plutôt vers des normes centrées sur les droits, avec le Programme mondial d'action pour les personnes handicapées amorcé dès 1982. Le handicap n'est plus une caractéristique individuelle, mais c'est le fait d'une dynamique entre ce qui fait la personne et ce qui caractérise son environnement. C'est le modèle systémique du handicap. En orthopédagogie, nous prendrons plutôt les choses par cette entrée. Comment notre environnement peut s'adapter. Sixièmement, XXe siècle, l'émancipation des droits, rien pour nous sans nous. C'est le mouvement associatif fort, surtout à l'échelle nord-américaine et en Angleterre, en vue d'influencer les politiques relatives aux personnes handicapées. Le slogan Rien sur nous sans nous traduit l'idée d'empowerment et la sortie d'une vision paternaliste du handicap. Ce sont les revendications qui portent sur le droit à la vie autonome, notamment, mais aussi à la participation sociale et au fait de prendre ses propres décisions, plutôt que de les déléguer aux experts médicaux et paramédicaux. Un argumentaire est soutenu à l'échelle scientifique par les Disability Studies, PPH, qui vont permettre de développer une connaissance théorique et conceptuelle du handicap. Ce sont les modèles du handicap comme étant au carrefour de caractéristiques individuelles, environnementales et socioculturelles. À partir de là, une opposition naît entre les modèles médicaux européens et sociaux nord-américains. Ils vont permettre de réunir et mobiliser autour de la cause de l'inclusion et de la non-discrimination de personnes qui présentent des déficiences très hétérogènes. Par exemple, le handicap moteur, sensoriel, troubles de santé mentale, déficience intellectuelle, etc. Le combat est d'ailleurs toujours en cours.